Bon, bonjour à tous, je m'appelle Mehdi Zbartaï, donc je suis enseignant-chercheur de conférence à l'Université de Bordeaux, au laboratoire I2M, qui est l'Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux. Donc je vous parle aujourd'hui dans le cadre de la journée de formation doctorale qui a eu lieu au GFMS 2018 à Bordeaux, et je vais vous parler donc, de l'évaluation non destructive des bétons en prenant en compte les incertitudes et la variabilité spatiale. Alors ma présentation s'articule en 5 points. En premier lieu, donc, je voulais introduire un petit peu la problématique, les enjeux et les besoins. Par la suite, donc, je vais pouvoir vous parler un petit peu du couplage des méthodes non destructives et la prise en compte des incertitudes de façon à, avec un objectif, si vous voulez, de fiabiliser le résultat final et le diagnostic d'un ouvrage de génie civil. Et je terminerai par le bilan global et quelques perspectives. Alors la problématique des ouvrages de génie civil, donc, c'est la durée de vie qui est en relation en fait avec ce qu'on appelle des indicateurs de durabilité. Donc si on veut optimiser tout ça, éviter donc éviter donc une dégradation précoce de ces structures-là, il va falloir mettre en place un diagnostic plutôt préventif que curatif. Donc l'objectif, c'est d'essayer donc d'identifier ou d'évaluer des indicateurs de durabilité pour mettre en place des alarmes, voire par la suite donc optimiser ce qu'on voit ici par la suite, la stratégie de maintenance, en prenant en compte non seulement les incertitudes de l'ensemble des mesures, mais également la variabilité du matériau in situ. Donc les limites de cette évaluation sont en relation directe avec le nombre de prélèvements qui sont destructifs. Donc je ne peux pas faire des prélèvements avec un nombre important. Et des fois, dans certaines positions, donc dans certains zonages, ça va être très compliqué, voire impossible de le réaliser. D'où l'intérêt donc, des méthodes de contrôle non destructif, que j'appelle ici des méthodes plutôt d'évaluation non destructive, parce qu'on veut accéder en fait à l'indicateur. Donc les indicateurs, je rappelle, donc il y en a deux. Indicateurs de durabilité, donc, comme la porosité du matériau, sa teneur en eau, voire des contaminations par les chlorures ou autres, ou par exemple des profondeurs de carbonatation. Les indicateurs de performance sont tout ce qui est lié à la résistance du matériau, donc résistance mécanique à la compression, la traction, voire le module d'élasticité de ce matériau-là. Je veux introduire un petit peu quelques notions sur la variabilité spatiale, sans pour autant vous faire un cours là-dessus. Donc il faut juste savoir que un matériau comme le béton peut avoir donc, une faible corrélation spatiale, ce qu'on voit ici avec des petites taches assez petites, donc qui veut dire que en fait, les propriétés qui sont proches ont des valeurs assez proches, donc comme la résistance par exemple. Et si on s'éloigne, donc assez rapidement, donc on a un contraste assez fort entre donc, tout ce qui est rouge, on voit sur l'image, et tout ce qui est bleu. Par contre, sur l'image de droite, donc on voit ici que pour aller au bleu, on voit que les taches sont plus grandes, et donc la variabilité spatiale, elle est assez grande, donc la corrélation spatiale, elle est grande. Donc on peut voir ici la différence entre ce qu'on appelle des variogrammes. Donc ici, c'est la variance en fonction de la distance. On voit que sur le côté gauche, donc assez rapidement, si je prends comme exemple la résistance mécanique, après quelques centimètres, donc on arrive rapidement à un plateau. Donc ça veut dire qu'on perd cette corrélation entre les propriétés en fonction de la distance. Par contre, dans certains cas, donc on trouve une corrélation assez forte et donc une distance assez grande pour arriver à ce plateau-là. Donc avec des méthodes non destructives, on voudrait accéder à cette information-là, qui est assez importante, parce que ça nous permet en fait d'évaluer la variabilité globale de la zone qui a été auscultée. Si on reste sur des petites distances, en fait, on va évaluer une partie de la variabilité globale de notre indicateur qu'on est en train d'évaluer. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement, je prends en compte, enfin plutôt, j'utilise ces méthodes-là, donc non destructives, de façon à remonter à cette variabilité. Donc, les méthodes sont diverses et variées. Il y en a qui sont déjà normalisées, qui existent sur le marché, qui sont utilisées par des entreprises, d'autres qui sont en cours de développement. Donc, toute méthode qui est sensible à un indicateur peut être mise en œuvre dans les méthodologies que je vais présenter par la suite.
Okay, donc, comme quelques exemples, on peut prendre ce qu'on voit ici sur la diapo, des méthodes classiques comme des ultrasons, où je peux utiliser des ondes de compression, de cisaillement, des ondes de surface, etc., qui sont très sensibles à la résistance, ou si vous voulez, le module d'élasticité du matériau. Des méthodes électriques, où je fais injecter un courant électrique entre deux électrodes, et je mesure la différence de potentiel ici, pour remonter à une résistance électrique me permet d'accéder à une résistivité. Donc cette technique-là est plutôt sensible à tout ce qui est conductivité électrique dans le matériau, donc humidité, contamination par les chlorures, etc. Donc des techniques électromagnétiques qui sont sur le marché, qui commencent à se développer, où j'utilise un émetteur, un récepteur, et je fais propager une onde électromagnétique à une certaine fréquence. Généralement dans les bétons de structure, on est entre 1 et 3 GHz. Et la sensibilité est aussi liée à l'humidité du matériau. On peut avoir aussi des méthodes par impact, qu'on peut appeler impact écho par exemple, qui consiste à générer avec un impact mécanique donc une onde qu'on voit ici se propager. Donc on peut avoir des ondes de compression, de cisaillement, et je pourrais avec un capteur, donc ça peut être un accéléromètre par exemple, un piezo, pour remonter donc un signal temporel, voire fréquentiel, pour extraire des informations qui peuvent être utiles pour les relier aux indicateurs de durabilité ou de performance du matériau. Donc la problématique par contre, ou si vous voulez le verrou, il est en relation avec les incertitudes des mesures, donc il va falloir prendre en compte, et le nombre élevé de mesures. Donc on doit prendre en compte cette info-là pour pouvoir en fait développer un outil d'analyse de données pour fiabiliser notre diagnostic final in situ. Alors quelques résultats donc, de méthodes non destructives. Donc je prends ici la méthode électromagnétique radar en impulsionnel. Donc là on voit le signal reçu par les capteurs. Donc on peut avoir donc, des ondes directes ici qui se propagent entre émetteurs et récepteurs et des réflexions sur des interfaces que je pourrais en fait utiliser, donc ces signaux-là, pour extraire des informations dans le domaine temporel ou fréquentiel. Donc on peut, par exemple ici, on montre la relation entre l'atténuation spectrale, donc là je suis dans le fréquentiel, en fonction de la teneur en eau volumique du matériau, de l'état sec jusqu'à l'état saturé. Et on voit donc une tendance très linéaire avec un coefficient de détermination assez fort qui est de l'ordre de 0,95. Par contre, si je modifie la résistance du matériau, donc là ici j'ai 4 bétons différents, de 1 à 4, avec une variation de résistance entre 20 et 60 mégapascales. Donc on voit qu'il y a très peu d'effet de la résistance sur cette relation. La résistivité électrique, par contre, on voit ici cette résistivité mesurée en fonction du degré de saturation en eau. Donc on voit une tendance qui est assez connue, qui peut être modélisée par la loi d'Archi, avec une différence entre un matériau avec 12% de porosité et un matériau qui a une porosité encore plus forte. On voit cet effet-là de porosité. Donc, qui dit effet de porosité, donc on a des résistances différentes. Et donc, c'est une technique qui est doublement affectée, où on va dire il y a des effets concomitants. Ça veut dire qu'elle est sensible non seulement à l'humidité, mais elle peut être sensible aussi à la variation de porosité du matériau. Enfin, je termine avec une technique qui est assez complémentaire et très utilisée dans l'industrie, donc vitesse de transmission des ultrasons en fonction de la porosité du matériau. Et on voit donc si il y a deux courbes en fait, une courbe pour un matériau saturé, donc ici on voit cette décroissance de la vitesse en fonction de la porosité, et pour le matériau sec on voit qu'il y a ce décalage entre les deux courbes qui est lié à l'effet de l'humidité du matériau. Donc quand on rajoute l'humidité dans le matériau, on commence à saturer les pores, et donc la vitesse de propagation elle augmente parce que la vitesse dans l'eau est plus forte que celle dans l'air, et par conséquent je vois cet effet-là. Donc par conséquent, les méthodes qui ont deux effets, voire trois, peuvent en fait, ça peut être un handicap pour les utiliser directement, comme une seule technique, pour remonter par exemple à la résistance du matériau. Et en plus de ça, on peut être confronté aussi aux incertitudes de mesure. Donc, je prends l'exemple ici
du lien entre indicateur, donc ici résistance à la compression, et vitesse ultrasonore. Donc je reprends les deux courbes de tout à l'heure, ces courbes-là, mais en relation de la résistance au lieu qu'elles soient en fonction de la porosité. Donc je vois toujours ce décalage-là pour un état de saturation différent. Si je prends donc une mesure, par exemple à 4700 qui a été réalisée sur un échantillon de béton, donc on voit en utilisant donc ces courbes-là que je remonte à deux résistances différentes. Et si je ne connais pas l'humidité, donc je peux avoir donc ce biais-là, hein, c'est un biais, donc une erreur qui peut être en fait assez significative puisqu'elle me passe de 30 à 50 ou l'inverse de 50 à 30 mégapascales, ce qui est important sur notre structure. Et si je rajoute donc l'effet de l'incertitude sur cette mesure-là, donc on la propage et on voit donc cette distribution globale d'incertitude assez grande sur l'évaluation de la résistance. Donc ce qui est intéressant, ce qui a été fait en tout cas dans plusieurs projets nationaux, des projets ANR, donc des collaborations entre plusieurs laboratoires, j'en parlerai par la suite. Donc, la majorité des résultats ici ont été obtenus dans ce cadre-là. Donc c'est de pouvoir de mettre en place plutôt un couplage de techniques complémentaires pour éviter donc, ou pour réduire, si vous voulez, cette incertitude sur le biais de l'humidité. Avant de le faire, en fait, statistiquement, il est toujours important donc d'utiliser par exemple la méthode d'analyse en composantes principales. Si j'ai plusieurs méthodes d'évaluation non destructive, il faut savoir que je mesure plusieurs paramètres physiques. Donc quand je prends les ultrasons, je peux mesurer une vitesse, mais je peux mesurer une atténuation. Mais une atténuation, il peut y avoir plusieurs. La vitesse, il peut y avoir une vitesse de groupe, une vitesse de phase, etc. Donc je peux avoir plusieurs paramètres linéaires, voire des paramètres non linéaires. Et donc je peux me retrouver avec des dizaines, voire des vingtaines de paramètres mesurés avec une seule technique. Si je multiplie ça par 3-4 techniques CND, je peux me retrouver avec une quarantaine, voire une cinquantaine de paramètres mesurés sur un seul échantillon. Donc l'idée qu'on a mis en place, donc, par exemple dans le projet ANR Senso, c'est d'utiliser ce type d'analyse statistique pour réduire les paramètres CND mesurés et d'en extraire en fait que ceux qui sont pertinents non seulement, mais aussi qui sont complémentaires, qui peuvent nous amener des informations supplémentaires. Donc si je projette en fait toutes les mesures d'évaluation non destructive sur ce plan d'analyse en composantes principales. Donc 1 et 2 ici, je me retrouve en fait avec deux axes principaux qui sont liés à la saturation et la résistance. Donc là, c'est deux paramètres indépendants. Il faut savoir aussi que la résistance dépend légèrement de l'humidité, donc je n'en parle pas dans le cadre de cette intervention. Et on voit par exemple que des méthodes, par exemple électromagnétiques, que je vois ici deux groupes, sont reliés à la saturation de façon linéaire. C'est ce que j'ai présenté tout à l'heure dans les diapos. Par contre, j'ai une dizaine de paramètres et donc par conséquent, je peux en extraire ceux qui sont les plus corrélés, d'accord, à la saturation. Donc là, je peux en prendre par exemple ce paramètre-là qui est assez proche de la saturation et qui est relié positivement à la saturation, comme je peux prendre celui-là qui est relié négativement au taux de saturation. Donc je peux avoir un autre groupe qui sont les groupes de méthodes acoustiques, donc ultrasons par exemple, mais aussi impact écho, où je peux avoir des vitesses, mais je peux avoir des atténuations. Et donc là, je peux en choisir ceux qui sont les plus sensibles, mais il faut voir que ce groupe de méthodes est sensible donc négativement à la porosité et positivement à la résistance. Et je peux avoir un groupe ici qui est tout ce qui est méthode électrique, donc résistivité électrique, qui sont assez proches en fait, qui donnent des informations assez similaires, et donc je peux en extraire un seul paramètre au lieu de prendre l'ensemble de ces paramètres-là. Donc une fois que j'ai réduit ces paramètres-là, donc je peux par la suite donc essayer de le combiner pour remonter. Il ne faut pas oublier que notre objectif final, c'est d'avoir une image ou une cartographie de la variabilité spatiale du matériau. Donc ce qu'on a mis en place dans le cadre par exemple du projet national ACDC est de remonter, donc de mettre en place une méthodologie complète en partant de la mesure CND, donc là c'est l'ouvrage, partant de mesures qui peuvent être acoustiques, électromagnétiques, électriques, de prendre en compte donc l'incertitude, donc là j'appelle variabilité due
du paramètre CND, donc c'est ces incertitudes, en répétabilité, donc ça veut dire que je répète la mesure dans une seule zone, mais aussi à une échelle d'un élément. D'accord? Donc je peux reproduire ça pour caractériser non seulement l'incertitude due à la mesure, mais aussi intégrer la variabilité du matériau. Donc par la suite, je rentre dans une boucle. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je combine deux matériaux, donc par méthode des multilinéaires, par exemple, le moindre carré. Donc je pourrais donc optimiser une combinaison entre méthodes, voire propager l'incertitude, ce qu'on va voir dans la diapo d'après, pour représenter une cartographie globale de l'élément ausculté. Et enfin, présenter ce que j'ai présenté tout à l'heure, qui est la variabilité spatiale, c'est-à-dire je veux identifier quelle est l'intensité de cette corrélation-là, mais pour l'indicateur cette fois-ci. Donc si je m'intéresse à la résistance mécanique, mon objectif c'est de donner cette information-là à un gestionnaire ou à un bureau d'études de calcul pour pouvoir prédire la durée de vie de l'ouvrage. Et on a mis en place, enfin, aussi une méthodologie qui permet d'optimiser le nombre de prélèvements destructifs, parce que c'est quelque chose qui doit se faire, même si je fais du contrôle non destructif, je suis obligé à la fin de faire quelques prélèvements pour confronter donc, les méthodes et être sûr et de valider. Et donc, on met en place une optimisation de ces prélèvements-là, mais également de leur position. Donc, si je veux combiner 2, voire 3, voire 4 méthodes non destructives, il faut que je passe par des modèles. Donc, ces modèles-là peuvent être, c'est des modèles en fait multiples qui peuvent être paramétriques ou non paramétriques. Donc, nous, dans cet exemple-là, c'est des modèles de régression multiples. On peut utiliser des modèles physiques, analytiques ou numériques. Donc là, c'était pour réduire en fait la quantité de données qu'on est passé par ces modèles de régression. Donc là, vous avez par exemple la vitesse ultrasonore qui dépend de la teneur en eau du matériau, mais de sa résistance également. Et donc j'ai un plan ici, d'accord, qui est un plan linéaire parce que les données ont donné une régression linéaire dans les deux sens. D'accord ? Donc je fais ça pour plusieurs méthodes. Hein, je peux le faire pour la technique électromagnétique, pour la technique électrique, etc. Et je construis en fait mon système de matrice, donc vecteur des méthodes END, donc le paramètre mesuré, la matrice des paramètres, si vous voulez, à identifier, donc c'est les coef du modèle à identifier, le vecteur des indicateurs, donc là je m'intéresse à la résistance mécanique, mais aussi à la teneur en eau, et enfin, les erreurs dues à cette identification. Donc pour résoudre ce système-là, donc il y a plusieurs méthodes. Hein, je peux inverser des matrices, par exemple, si c'est linéaire. Ce qui a été utilisé ici, c'est tout simplement une fonction objective de minimisation de l'erreur, donc erreur des moindres carrés, hein, méthode des moindres carrés, et qui me permet donc d'identifier donc, tous ces paramètres-là, de A1 jusqu'à Cn, et les incertitudes sur cette inversion-là. Donc pour schématiser tout ça, donc on peut le schématiser de cette façon-là. Donc je peux projeter mon modèle en fait sur le plan résistance teneur en eau. Donc avant, j'avais un modèle ici qui est une surface de réponse. Si j'intègre une mesure, par exemple à 4000 mètres par seconde, je vais avoir en fait une droite. Si je la projette sur ce plan-là, je vais retrouver donc cette droite ici sur le plan résistance teneur en eau massique. Je fais ça pour l'ensemble des techniques que je veux combiner. Hein, et le croisement donc, de ces techniques-là me permet en fait de remonter à la solution proposée par cette inversion. Je peux également propager l'incertitude de mesure en modélisant donc, ces incertitudes-là par une loi. Donc ça peut être, donc là ça dépend en fait de la technique, ça peut être une loi normale, une loi log normale, etc. Une fois que j'ai propagé ça, donc je remonte en fait à cette distribution-là en trois dimensions, pardon. Donc j'ai teneur en eau, résistance, et j'ai la probabilité normalisée ici, d'accord, où le maximum se retrouve en fait projeté ici, qui nous donne en fait la solution de la résistance et de la teneur en eau pour les mesures qui ont été effectuées sur cet échantillon-là, sachant que la réponse du résultat destructif, c'est-à-dire après prélèvement, il est de cet ordre-là. Alors, une fois que j'ai effectué ça sur
sur une zone de mesure, donc je multiplie ça, d'accord, autant que possible, sur l'élément ausculté pour remonter en fait à une distribution spatiale de mon élément. Donc là, c'est une dalle qui a été auscultée avec plusieurs techniques non destructives. Et donc cette distribution spatiale de la résistance a été évaluée par la combinaison de ces méthodes non destructives en prenant en compte les incertitudes sur la mesure. Alors l'étape suivante, en fait, une fois que j'ai établi ça, il me faut une validation parce que ici je suis au labo, bien que j'ai effectué ça sur une dalle qui se trouve à l'extérieur du laboratoire. Donc dans le même projet, on a ausculté, donc je donne l'exemple d'un pont qui a été ausculté dans le cadre de ce projet-là. Donc plusieurs partenaires qu'on voit ici, je ne vais pas citer tous les partenaires, mais en tout cas plusieurs laboratoires de recherche, mais aussi des professionnels, donc des entreprises comme EDF ici. Et donc plusieurs techniques non destructives ont été mises en place pour ausculter donc, plusieurs piles de ce pont-là qui se trouve à Valenciennes. Alors je donne quelques résultats. Donc après combinaison et inversion, notre objectif c'était de remonter en fait à la distribution spatiale de la résistance. Donc on voit ici pour les quelques mesures qui ont été effectuées sur une pile, sur deux piles. Donc on voit ici en bleu et en rouge deux piles. Chaque point en fait représente une mesure, une résistance évaluée par prélèvement, donc résistance mesurée. Donc ici, un prélèvement, ça veut dire qu'on a effectué un carottage, on l'a récupéré, on l'a amené au laboratoire et on a effectué une résistance à la compression. De l'autre, les axes des abscisses, donc on a la résistance estimée par combinaison de trois méthodes ici, méthode ultrasonore, résistivité électrique et radar électromagnétique. Donc ici, on voit l'estimation par une technique, donc ultrasonore par exemple. Donc c'est ce qui a été fait ici, une seule technique. Et donc on voit qu'il y a un certain bruit, d'accord ? La corrélation n'est pas parfaite. Et l'estimation nous donne une erreur quadratique moyenne de l'ordre de 6 mégapascales. Par contre, si j'effectue la combinaison des trois techniques, je vois que donc, les points sont plutôt bien corrélés. Donc on le voit qu'ils sont sur la courbe parfaite ici, en noir, et l'erreur a diminué de 5 mégapascales, c'est-à-dire on est passé de 6 jusqu'à 1 mégapascal dans le cas de cette étude-là. Donc une fois qu'on a effectué ça, donc on a pris ces points-là, effectivement pour les utiliser comme un support de calibration de nos mesures, et on a effectué des mesures non destructives avec cette grille pour pouvoir donc effectuer en fait une interpolation spatiale. Donc ici on a utilisé la méthode du crigeage pour remonter à la distribution spatiale de la résistance. Une fois qu'on a effectué ça, je peux par la suite estimer donc le variogramme de la résistance mécanique par les méthodes non destructives et non pas par les prélèvements, parce que les prélèvements, j'en ai effectué 6 ou 7 ici dans ce cadre-là, alors que les méthodes non destructives, j'en ai fait des centaines de mesures pour donc évaluer la surface globale de cet élément-là. Et on a estimé donc une corrélation spatiale de l'ordre de 60 cm, ce qui est assez faible. Et donc on voit assez rapidement, on retrouve la variabilité globale. Donc là, c'est le plateau, donc c'est la variabilité globale qui a été estimée, qui est de l'ordre de 5 mégapascales. Et cette courbe-là me permet d'orienter en fait les prélèvements futurs. Donc si je veux faire un prélèvement, si je fais cette courbe-là, donc il n'est pas nécessaire d'effectuer donc des prélèvements dans des zones assez faibles, de 20-30 cm, mais il faut aller au-delà parce que ça me permet d'estimer directement donc, la variabilité globale de l'élément qui a été ausculté. Alors un résultat plus concret pour comparer la moyenne des résultats de l'estimation destructive, donc évaluation destructive, et non destructive. Donc on voit que la moyenne est assez proche pour la saturation. Pour la variabilité, donc l'écart type, c'est la variabilité en fait de la saturation sur l'élément, donc on voit qu'on n'est pas très loin. Et pour la résistance, on a des résultats semblables, donc on a un matériau de l'ordre de 50 mégapascales avec une variabilité qui s'étend de 40 à 60 mégapascales et on a un résultat assez proche en utilisant les méthodes non destructives. J'arrive donc à la dernière partie de cette présentation qui est en lien en fait avec
l'optimisation des mesures non destructives et des prélèvements. Donc ce travail-là donc, a été réalisé dans le cadre du projet EVADEOS et la thèse de Carolina Gomez. Alors l'outil en fait se compose en trois parties. Donc une première partie qu'on a déjà vue, qui est la mise en place des mesures. Avec ces mesures-là et ces incertitudes, donc je parle des mesures non destructives bien sûr, donc j'obtiens la corrélation spatiale des mesures non destructives. À partir de là, donc, je croise ces méthodes-là, donc je fais de la combinaison pour remonter à l'indicateur recherché. Donc ça peut être un ou deux ou trois indicateurs, donc comme par exemple la résistance ou la teneur en eau du matériau. Donc une fois que j'ai inversé pour remonter à l'indicateur, donc j'obtiens la corrélation spatiale de l'indicateur. Donc à partir de là, donc je mets en place un algorithme d'optimisation donc qui me permet en fait de minimiser le nombre et la position des mesures. Donc on va voir un exemple sur cette diapo-là, donc qui est en fait issu de simulations de mesures. Donc je pars par exemple d'une carte originale d'un indicateur, quel que soit. Donc ici, c'est la résistance. Et donc de cette carte originale, j'ai identifié 45 points de mesure. Donc à partir de ces mesures-là non destructives, en fait, je dois réduire pour simuler des prélèvements. Donc je ne vais pas faire 45 prélèvements, mais dans cet exemple-là, j'ai réduit à 16 prélèvements. Si ces prélèvements-là, je les mets de façon régulière, donc avec une grille, un pas régulier, donc je vois qu'en faisant une interpolation spatiale, donc ici c'est la méthode du crigeage, donc je n'arrive pas à bien reproduire la variabilité spatiale originelle. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais déplacer donc ces points-là, c'est les points de prélèvement dans l'espace, et en modifiant leur position, je vais obtenir une nouvelle cartographie, une nouvelle carte d'interpolation que je vais comparer donc avec l'original qui est non destructif sur 45 mesures et je vais voir si l'erreur elle est grande ou petite. Et l'objectif c'est de réduire donc cette erreur entre l'évaluation avec les 16 prélèvements et la cartographie, la carto originale. Donc en utilisant une fonction objective sur la moyenne, donc l'évaluation de la moyenne, dans des points où les mesures n'ont pas été effectuées, mais également de la variance. Donc, quand je dis la variance, donc c'est l'écart type carré, entre les mesures ici et les mesures réelles, plutôt originales. Donc, cette fonction-là, je dois la minimiser en déplaçant ces points noirs qu'on voit sur l'écran. Et donc, cette fonction objective doit converger donc, vers une solution. Et j'utilise plusieurs méthodes d'optimisation. Donc ça peut être la méthode des gradients ou des méthodes comme les algorithmes génétiques ou les méthodes des simplex, etc. Alors, si je déplace, donc on voit un exemple ici, donc en déplaçant donc les prélèvements, toujours les 16, en les déplacements, on voit que la fonction objective tend à diminuer. Donc ici, on est dans ce plateau-là, avec une représentation spatiale qui commence à ressembler donc, à la carte originale. Quand je continue donc, mon optimisation, donc, je retrouve une variabilité, une distribution spatiale qui commence à ressembler ou qui ressemble assez près à la carte originale avec une disposition optimale des 16 points de prélèvement. Donc cette méthodologie-là, après donc, plusieurs simulations, donc on a testé sur plusieurs simulations, plusieurs variabilités, plusieurs indicateurs, on a pu la tester donc, sur in situ, donc sur un ouvrage. Donc on voit ici le mur qu'on a testé, donc c'est le mur qui se trouve au CEA de Saclay. Donc sur ce mur-là, on a identifié donc, deux lignes horizontales, une en bas, une en haut. Et on a effectué des points de mesure non destructifs, je parle, donc avant prélèvement, d'une distance de 1 mètre sur les 9 premiers points. Et après, on a augmenté donc, le pas à 5 mètres pour arriver à 13 points de mesure en haut et 13 points de mesure dans la zone inférieure, avec un espacement de 1,5 entre les deux lignes. Alors, en suivant donc, la méthodologie qui a été présentée préalablement, une fois que j'ai effectué les mesures avec l'ensemble des méthodes non destructives, je construis le variogramme qui caractérise en fait la variabilité spatiale de ce paramètre-là. Donc ici, la vitesse ultrasonore, avec une longueur de corrélation autour de 50 cm,
Donc, on retrouve le plateau donc, qui, lui, caractérise en fait la variabilité maximale dans cette structure qui a été auscultée. Même chose pour la méthode électromagnétique, donc on est autour de 50 cm pour la longueur de corrélation. Et enfin, pour la résistivité électrique, on est entre 50 et 75 cm de corrélation spatiale. Donc une fois ce travail-là a été effectué, je fais l'inversion des mesures non destructives en faisant une combinaison, ce que j'ai présenté préalablement, et j'interpole avec la méthode du crigeage pour retrouver la distribution spatiale de l'indicateur. Donc dans cet exemple-là, je représente le degré de saturation en eau de la porosité du béton, donc où on voit très clairement ici deux zones bien contrastées. Donc la première ici en rouge où le matériau est assez humide, une zone où le matériau est moins humide. En utilisant l'ensemble des mesures non destructives. Le dernier objectif ici, c'est de réduire donc ces mesures-là pour positionner le moins possible de prélèvements. Donc si je fais tourner donc l'algorithme de minimisation, donc il va réduire cette variance-là pour le cas de grille régulière, c'est-à-dire je fais des mesures avec un pas régulier et avec une grille irrégulière. Donc là, je fais déplacer donc, les points dans l'espace. Donc en faisant ça, on voit donc, clairement que je gagne en variabilité, donc je gagne en précision, donc je réduis cette variance. Et avec 5 prélèvements, donc je peux représenter en fait quasiment 80% de la variance globale de l'élément ausculté. Donc avec 5 points, 5 prélèvements, donc on a fait la simulation pour voir à quoi ça va ressembler donc, cette variabilité. Et donc, bien sûr, on ne peut pas obtenir exactement la même distribution spatiale, mais on retrouve donc, les zones critiques, donc là où on a un matériau assez humide ici, et un matériau qui est assez moins humide, donc un peu plus sec, dans cette zone-là, qu'on retrouve avec seulement 5 points de prélèvement. Et enfin, je peux, à partir de cette cartographie, avoir accès à la variabilité spatiale, donc le variogramme, avec une corrélation spatiale qui est entre 50 et 75 cm. Donc je termine cette présentation par quelques conclusions. Donc ce qu'on a effectué pendant toutes ces années de travail de recherche et ainsi que dans le cadre de plusieurs projets, c'est de mettre en place en fait des outils qui permettent de réduire les incertitudes, de les prendre en compte, de les propager et de représenter en fait l'incertitude sur le diagnostic. D'accord ? Quand je dis diagnostic, c'est en fait l'identification des indicateurs recherchés. Résistance mécanique, teneur en eau, porosité, etc. On peut également, avec ces méthodes-là non destructives, remonter à la distribution spatiale, donc caractériser des variogrammes, et remonter à une cartographie de l'indicateur, sachant qu'il faut bien sûr continuer le travail en prenant en compte cette fois-ci les incertitudes sur l'identification des modèles. Donc chose qui est en cours. C'est le modèle de variogramme, par exemple, qui a été utilisé dans le cadre de ces études-là. Et enfin, une méthodologie qui a été développée pour optimiser le nombre et position des prélèvements. Donc, c'est un outil qui est disponible, qui a été développé, qui reste à améliorer en prenant en compte les incertitudes des mesures. Donc là, on prend en fait dans l'optimisation la moyenne de la mesure non destructive. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est de prendre également les incertitudes et représenter en fait, voir l'impact de cette incertitude-là sur le nombre et la position des prélèvements. Enfin, je vous remercie pour votre attention et je me remercie également l'ensemble des partenaires, donc notamment l'École centrale de Lille, le LMA de Marseille, le IFSTAR de Nantes et le LMDC de Toulouse et l'ensemble des personnes qui ont donc travaillé pour développer ces outils-là et également pour avoir mis en œuvre l'ensemble des mesures non destructives et destructives sur ces ouvrages. Merci.